Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au crowdfunding immobilier. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment s'est déroulée cette année 2022 pour la collecte en matière de crowdfunding immobilier, mais aussi quelle est cette année qui s'ouvre, comment se dessine cette année qui s'ouvre pour cette typologie d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Joachim Dupont, tout d'abord cofondateur d'Anaxago. Bonjour Joachim Dupont. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons également le plaisir d'être accompagné par Alexandre Toussaint, président et fondateur de Baltis. Bonjour Alexandre Toussaint. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, en matière d'investissement de manière générale, il y a un certain nombre de questionnements, un certain nombre de craintes. On va voir si celles-ci ont un impact ou non sur le crowdfunding immobilier. On va peut-être commencer avec vous tout d'abord, Alexandre Toussaint. Si on doit dresser un premier bilan à chaud, alors on n'a pas encore de chiffres, on n'a pas encore de chiffres précis, mais un premier bilan à chaud sur l'année qui vient de s'écouler. Est-ce qu'on peut dire que c'était une bonne année pour le crowdfunding immobilier ou est-ce que les inquiétudes en matière d'inflation ou autres se sont aussi invitées dans ce type d'investissement ? Alors effectivement, on n'a pas encore les chiffres officiels du crowdfunding immobilier sur 2022. On commence à voir les premières estimations, on va dire, sachant que sur 2021, le crowdfunding immobilier avait collecté un peu plus, tout juste 1 milliard d'euros. Il semble que cette année, on soit sur 1,3. D'accord. Il y a quand même 30% de plus, à affiner plus ou moins à la hausse en fonction des chiffres officiels. Mais en tout cas, il y a déjà un marché qui a fait plus 30% sur cette année, malgré toutes les turbulences encore sanitaires, encore macroéconomiques, géopolitiques et l'inflation qui s'est invitée ces derniers mois. Donc on va dire que c'est plutôt une bonne année, voire une très bonne année par la progression des chiffres. Bien sûr. Donc ça, c'est sur le montant des collectes. Après, on rentrera peut-être dans le détail des retards, des taux, des durées d'investissement. Mais en tout cas, à première vue, le marché a fait plus 30% sur 2022. Donc à première vue, une demande ou en tout cas une confiance toujours de la part des épargnants, des investisseurs. Toujours, parce que la motivation numéro une des investisseurs qui investissent dans le crowdfunding, c'est la durée d'investissement qui reste très courte. Donc c'est très lisible dans le temps quand on investit dans le crowdfunding. On a une durée d'investissement moyenne sur 2022 et 2021 qui approche les 20 mois. C'est moins de 2 ans. D'accord. Donc un investisseur qui est peut-être un peu inquiet du futur préfère se dire j'investis sur 12 mois, sur 18 mois, puis je récupérerai, puis peut-être que je réinvestirai plus tard. Mais en tout cas, c'est plus lisible d'investir sur 12 mois, 24 mois que sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc ça a continué à avoir un beau succès grâce à cette durée qui est encore très courte. Joachim Dupont, même question. Est-ce que chez Anaxago, vous avez senti que 2022 allait encore, j'ai envie de dire, par rapport peut-être aux perspectives que vous pourriez avoir sur 2023 ou 2024 ? Non, mais bizarrement, 2022 a été, je dis bizarrement parce que c'était malgré tout une très bonne année. Oui, parce qu'on n'a pas manqué de mauvaises nouvelles quand même cette année. On n'a pas manqué de mauvaises nouvelles, on n'a pas manqué de besoins non plus côté opérateur en financement, malgré tout ce qu'on évoquera sur le marché immobilier. Donc chez nous, c'est une croissance de plus de 45% encore cette année sur les volumes de collecte. On a remboursé près de 80 millions d'euros sur l'année, donc de projets qui sont arrivés à échéance et qu'on a remboursés, avec une vingtaine de millions de plus-value. Et on a maintenu un taux autour de 9,5-10% de performance. Donc, on touche du bois, mais l'année 2022 est une bonne année pour le marché du crowdfunding. Et l'enjeu, maintenant, comme vous l'évoquiez, c'est 2023, comment on se projette maintenant vers l'avenir. Alors, justement, parce que, et je continue avec vous, Joachim Dupont, moi j'ai quand même une question, ce qui m'a l'air d'être une complication, voire un frein quand même au crowdfunding immobilier, c'est que quand on écoute les promoteurs immobiliers, ils nous alertent sur les difficultés de plus en plus grandes à sortir des immeubles de terre. On rappelle quand même que le crowdfunding immobilier vient financer des projets immobiliers, donc notamment de promoteurs immobiliers. Comment est-ce qu'on arrive à collecter, comment est-ce qu'on arrive à rembourser, comment est-ce qu'on offre un rendement quand les promoteurs disent nous, les immeubles, on n'arrive plus à les sortir ? En fait, ce qui est intéressant dans le crowdfunding immobilier, c'est quand on parle d'immobilier, de marché immobilier, il y a plein de marchés immobiliers. Il y a le marché de la promotion neuve de logements, c'est un des sous-marchés. Chez nous, en tout cas, depuis 2018, on sait que la promotion va avoir des difficultés à redémarrer. D'accord. On a vu, il y a le manque de permis de construire, puis l'inflation, enfin, il y a beaucoup d'événements. Et puis même quand on l'a, le permis de construire, c'est pas encore fini. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des recours ou autre. Et puis il y a le changement de logiciel aussi dans les mairies écologistes qui est arrivé, qui a bouleversé un peu le monde de la promotion immobilière. Et on voit qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus la rénovation des actifs de centre-ville que le développement, j'allais dire à l'ancienne, de logements neufs sur des terrains complètement à bâtir. Donc on voit que c'est un marché et c'est une profession qui va souffrir, peut-être de plus en plus, parce que quand bien même les permis ont été un petit peu relâchés, aujourd'hui, ça s'est fait sur des bilans un peu de l'ancien monde. D'accord. Effectivement, il y a des prix de 2021, les prix 2022, ce sont les prix d'avant. Et donc comment aujourd'hui on relance, malgré les permis de construire qui ont été relâchés, comment on arrive à redémarrer dans une phase, dans un cycle de développement. Donc nous, on s'intéresse aujourd'hui un peu plus à la rénovation d'actifs de centre-ville, au redéveloppement, à la réhabilitation, à la transformation, au recyclage urbain, qu'à la promotion pure. Et malgré tout, il faut un peu raison garder là-dessus, puisque on se rend compte qu'il y a très peu de stock.
Donc les promoteurs ont du mal, mais finalement les prix continuent à être à la hausse, à augmenter à la hausse, et il y a très peu de stocks disponibles, ce qui fait que les fondamentaux du marché ne sont pas si mauvais que ça, finalement. Alors, donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a quoi? Il y a deux réalités entre promotion immobilière pure et rénovation, c'est ça? C'est deux marchés qui fonctionnent réellement différemment? Parce que, sans chercher que les mauvaises nouvelles, mais on a quand même un sujet d'inflation des matières premières ou de hausse des coûts. Donc là aussi, j'imagine que ça pèse sur la rénovation des biens en centre-ville dont vous nous parliez. Alors, sur les phénomènes sont les mêmes, hein. La hausse des coûts de financement, puisqu'on est passé d'un coût de financement qui est autour de 3%, qui aujourd'hui, vraiment dépasse les 6%. Donc, effectivement, il y a une charge financière qui augmente, il y a le coût des matières premières, il y a la rareté des matériaux, mais ça, c'est depuis 2020, on voit ce phénomène arriver, avec des difficultés sur les chantiers, on en a parlé post-Covid, et finalement, ça continue. Même si le marché se détend un petit peu en ce moment. Donc c'est les mêmes enjeux, mais par contre avec des timings qui ne sont pas tout à fait les mêmes, puisqu'un projet de réhabilitation, on achète, on a tout de suite un actif. Un projet de promotion, on va acheter un terrain qu'il faudra bâtir, il faudra avoir une autorisation administrative, pré-commercialisée. Et donc c'est des projets qui sont un peu plus longs, ça peut durer 2 ans, 3 ans. D'accord. En tout cas, on va passer plus de temps en n'ayant finalement qu'un terrain vide. Alors que quand vous achetez un immeuble à rénover, vous avez peut-être un petit peu de loyer qui tombe, vous avez d'autres options pour le redévelopper. Il y a des sujets autorisation plus simples ou plus complexes quand l'immeuble est déjà sorti de terre? Il y a des autorisations qui sont plus simples si vous allez dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que si vous voulez rénover sur le volet thermique et énergétique un bâtiment, c'est peut-être un peu plus facile d'avoir des autorisations que si vous voulez finalement construire un énorme bâtiment et imperméabiliser des milliers de mètres carrés dans la campagne. Alexandre Toussaint, même question. Cette inflation quand même qui inquiète un certain nombre d'épargnants depuis plusieurs mois maintenant sur tous leurs placements, il est légitime qu'elle inquiète aussi en crowdfunding immobilier. Quelle réponse on apporte aux gens qui se posent cette question? La première, et c'est pour compléter un peu ce que vient de dire Joachim, c'est que le crowdfunding immobilier finance les promoteurs à partir du moment où le permis de construire est obtenu et purgé. Donc on vient déjà éliminer un risque administratif. Donc on n'attend pas, en tout cas nous chez Baltis, on conseille, on ne propose aucun projet où le permis n'est pas obtenu et 2 purgé. Donc l'idée c'est d'essayer d'éliminer peu à peu les risques. Ensuite il y a un risque commercial. Est-ce que les appartements sont vendus? Si oui, combien? 50%, 80%, peut-être parfois même 100%. Et ensuite il y a le sujet effectivement travaux. Où est-ce que les devis sont signés? Où est-ce qu'il est en consultation? Donc on essaie au fur et à mesure d'éliminer des risques pour que le projet entre guillemets soit le moins risqué possible. Et ensuite sur l'inflation, alors effectivement les investisseurs nous questionnent souvent en disant l'inflation monte, est-ce que les taux vont monter? Oui. Est-ce que les taux vont monter ou est-ce que les devis dont vous parliez vont être revus à la hausse tous les 3 mois? En fait, nous, on part du principe que c'est pas juste le promoteur qui doit payer. C'est-à-dire que si c'est pas lui seul qui doit réduire sa marge. C'est-à-dire que si les matières premières montent, si le taux de financement monte, en fait, c'est la marge de l'opérateur, promoteur, marchand de biens qui diminue. Soit lui, il fait une parallèle avec le prix des appartements, qui revend un petit peu plus cher parce que lui, ça lui coûte un peu plus cher. Et dans ce cas-là, on équilibre, c'est-à-dire que le promoteur en prend un peu sur sa marge, mais le futur acquéreur, il paye un peu plus cher, mais on lui explique pourquoi il paye un peu plus cher. Donc soit on baisse la qualité des appartements, soit on monte un peu les prix. C'est une équation. Mais les taux, je pense, ont tendance à monter un petit peu. Déjà, on l'a observé sur 2022. En 2021, c'était 9,2 en moyenne. Cette année 2022, on est à 9,5. Et si on fait un peu des prédictions sur 2023, on a plutôt tendance à dire que ça va continuer à monter. Alors pas non plus de manière exponentielle, mais on sera plutôt près de 10 plutôt que près de 9. Donc logiquement, la prime de risque est un peu supérieure, donc le taux sera un petit peu supérieur sur les projets 2023. Alors, vous parlez de taux, moi j'ai envie de vous parler d'un autre taux, qui est le taux de crédit immobilier lorsqu'un particulier veut acheter un appartement, là où pour le coup ça peut bloquer avec le taux d'usure, et quand on échange avec des professionnels de l'immobilier, ils nous disent que le taux d'usure n'est qu'une des composantes, notamment dans l'accès au crédit. Est-ce que là aussi, quand on investit dans un programme de crowdfunding immobilier qui potentiellement pourrait donner lieu à de la revente d'habitation, est-ce que l'accès au crédit des particuliers, l'accès au financement des particuliers doit être un sujet d'inquiétude, alors même que, vous le disiez, pour que, même si on réduit les marges pour que tout le monde puisse continuer à vivre, on vend un petit peu plus cher? On va dire c'est un nouveau paramètre qui est rentré en jeu il y a quelques mois où effectivement quand on avait un dossier avec un programme immobilier qui était 100% pré-commercialisé, c'est-à-dire que toutes les promesses étaient signées. D'accord. Je disais c'est une très bonne nouvelle, parfait. Sauf que maintenant pour chacun des lots on demande une copie de la promesse pour voir s'il y a une condition suspensive de financement, est-ce qu'elle est cohérente par rapport au prix, par rapport au pourcentage qui est emprunté, pour voir si potentiellement il peut y avoir un peu de casse et du coup un peu de retard. Parce qu'il faut savoir qu'on a toujours une durée cible dans le crowdfunding de 18 mois, 24 mois ou plus, mais que l'opérateur peut aussi avoir le droit, entre guillemets, à quelques mois de retard. Et ils sont souvent occasionnés parce qu'il y a un acquéreur qui n'a pas eu son financement, donc il faut remettre l'appartement en vente, il faut re-signer une promesse et ça décale de 3, 4, 5 mois. Parce que tant que ce n'est pas vendu, ce n'est pas construit.
Alors, certaines banques demandent 30, 40 ou 50% de précommercialisation. Donc ça, généralement, l'opérateur y arrive assez vite. C'est plutôt sur le remboursement du projet à l'issue Bien sûr, du programme oui, où bien là, sûr, oui. nous, investisseurs, on est remboursé quand tout est vendu. Et du coup, on s'assure que tout ce qui est sous promesse, est-ce qu'il y a des conditions suspensives de financement ou pas? Parce qu'on sait qu'il y a quasiment, je crois, un dossier sur 3 qui ne va pas au bout en ce moment à cause du taux d'usure. Donc maintenant, c'est un nouveau paramètre que nous, on a rajouté pour savoir quel appartement a une condition suspensive dans sa promesse. Donc, on s'assure que s'il n'y a pas de conditions suspensives, ça ira au bout, quoi qu'il arrive. Simplement, c'est l'acquéreur qui prend un risque supplémentaire, entre guillemets, ou en tout cas qui dispose des fonds nécessaires pour acheter le bien en question. Ouais, ou non, on estime que c'est une prime de risque supérieure, parce que sur les 100 biens à vendre, il y en a peut-être 80% qui ont une condition suspensive de financement. Donc, on estime que c'est un peu risqué, donc on va mettre un point de plus sur le rendement, potentiellement. On a des dossiers aussi qui sont dans de l'immobilier tertiaire, où c'est du bureau, de la logistique, où il y a un acquéreur qui achète l'ensemble, sans condition de financement. On estime que du coup, c'est moins risqué. Bien sûr. Donc voilà, c'est une équation entre... on va creuser un petit peu plus dans le détail pour savoir comment sont financés les acquéreurs du programme. Joachim Dupont, sur ce sujet, accès au financement et peut-être sur les perspectives 2023 de ce crowdfunding immobilier, beaucoup de questions qu'on peut se poser dans un contexte où finalement on questionne un petit peu tous ces investissements parce qu'on a de l'incertitude. Comment s'apprécie 2023 selon vous ? Nous, on essaye d'avoir une vision qui est un peu... Enfin, déjà, on travaille dans l'immobilier, donc par définition, c'est un marché qui est immobile, et sur lequel il faut se projeter un petit peu au moins à moyen terme. Donc, quand on fait un investissement ou un projet immobilier, on sait que quelque chose qu'on achète aujourd'hui, finalement, on va le commercialiser dans 2 ans, dans 3 ans, enfin, pendant 2 ou 3 ans, et on va le livrer in fine. Donc, aujourd'hui, sous le coup de l'émotion, on a envie de se dire qu'on est dans le brouillard et que tout est compliqué. Mais on voit que finalement, tout le monde réagit assez vite. On voit que les taux d'usure augmentent, alors même si ça ne va pas assez vite aux uns les autres, on voit qu'il y a un ajustement. On voit que les courbes de projection sur l'inflation, sur l'OAT, commencent à s'aplanir un petit peu, ou en tout cas, on a cette perspective. Il y a des projections d'aplanissement pour avril-mai, effectivement. C'est ce que certains disent. Et on voit qu'une OAT à 2,5% à 3%, bon, finalement, va se stabiliser, que c'est l'objectif de long terme. En tout cas, on commence à avoir des consensus. Donc, il y a une année 2022 où on a été dans l'émotion, on a découvert beaucoup de choses et un paradigme qui change. De taux négatifs, on a repris 200 ou 300 points de base sur la période. Donc ça remet en question tout ça, ça remet en question aussi le prix des actifs, parce que nous, ce qu'on voit en achetant des actifs, en étant aux côtés des opérateurs ou nous-mêmes investisseurs, on se rend compte finalement on achetait un bon actif ou un actif moins bien, on l'achetait à peu près le même prix. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'un actif qu'il va falloir rénover, une passoire thermique, un actif qui va nécessiter beaucoup de travaux, finalement on va le repricer un petit peu. On va avoir un pouvoir de négociation qui est un peu plus fort. D'accord. Et finalement, les bons actifs, qui restent des bons actifs, aujourd'hui en plein centre-ville, ne bougent pas vraiment. Là, on n'a pas vu de grosses chutes du marché immobilier sur les actifs prime bien situés. Et donc, c'est un peu ce rééquilibrage qu'on constate et qui va se faire aussi au bénéfice de la rénovation énergétique, puisque ça va nécessiter beaucoup d'investissements. Et donc, si on veut avoir des actifs qui restent dans le marché et qu'on va rénover, qu'on trouve la bonne équation pour les années à venir. On évoquait avec Alexandre Toussaint il y a un instant les retards. Une question qu'on peut se poser quand on est investisseur, c'est que qui dit retard dit que on est quand même remboursé à un moment. On a des projets aujourd'hui qui sont bloqués du fait de l'inflation ou du contexte économique ? Les projets qui seront bloqués sont les projets qu'on a achetés ou que les opérateurs auraient achetés en 2022 sur des prix historiquement et qui n'auraient pas anticipé la hausse des taux. D'accord. Il faut voir qu'aujourd'hui, les défauts 2022 sont les projets qui ont été financés a priori en 2020 ou 2019 qui vont arriver à l'échéance. Donc on était sur a priori déjà des dossiers commercialisés avec des coûts du financement qui étaient déjà figés. Donc 2022 n'est pas le gros enjeu, et avec aussi un marché qui a vachement augmenté. On est passé de 200 millions il y a quelques années à près d'1 milliard, et on va faire 1,3 milliard. Et donc c'est logique aussi qu'en volume, il y ait plus de défauts, plus de retard, parce qu'on a aussi un marché qui a été en très forte croissance ces dernières années. Sachant que le taux de retard n'est pas forcément inquiétant. C'est combien aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est 8%, quelque chose comme ça ? On sera forcément, on n'a pas les chiffres encore de 2022, mais je pense qu'on sera supérieur à 2021. Ça paraîtrait logique. Par contre, il faut toujours préciser que le retard, pendant la période de retard, l'investisseur continue à être payé. Enfin, en tout cas, il continue à percevoir et à engranger les intérêts. Et il y a des retards qui sont purement commerciaux. Encore une fois, une promesse qui il faut signer une autre. Donc, c'est un décalage, on va dire, commercial. Donc, il faut distinguer les retards commerciaux de 1 mois, 2 mois, 3 mois qui font partie de la vie de l'immobilier. L'immobilier, c'est pas une science exacte, ça prend du retard, c'est parfois un peu de manière anticipée aussi, ça arrive. Et il y a des retards beaucoup plus compliqués où là, c'est le permis de construire qui est bloqué, c'est un chantier qui est bloqué, où là, il y a un vrai sujet.
Après, même si on a vu des projets très compliqués, complètement bloqués, où l'opérateur finalement décidait de rembourser sur fonds propres le programme, enfin les investisseurs. Donc, il trouve quand même une solution. Pour l'investisseur, en tout cas. Pour l'investisseur. Après, lui, il se débrouille autrement pour finaliser son programme. Mais en tout cas, on sait que les opérateurs ont souvent de la trésorerie pour pouvoir rembourser un projet qui prend plus de temps que prévu. Donc voilà, il faut faire l'attention entre le retard commercial et le retard où il y a un vrai risque de défaut qui est encore aujourd'hui très faible, voire très très proche de zéro. Mais il devrait y en avoir un peu plus. Ce qui nous amène à rappeler, pour finir, intéressez-vous à ce dans quoi vous investissez et sachez exactement dans quoi vous investissez. Merci beaucoup Alexandre Toussaint. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Baltis. Merci Joachim Dupont. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Anaxago. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.